On a pris le Congo, on l'a donné comme propriété privée à Léopold, le roi Léopold. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? On a tué les gens, on les a brûlés, on les a fait travailler. Mais on ne l'a jamais appelé dictateur chez eux. Mais les présidents qui sont venus là-bas, ceux qui ont rendu service à ce pays-là, on les a appelés après dictateurs quand ils n'avaient plus besoin d'eux. Le dictateur Mobutu Sese Seko, tant qu'il servait leurs intérêts, il était bien. Quand on n'avait pas besoin de lui, on a commencé à l'appeler dictateur et tous les Africains sont rentrés là-dedans. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui dépensent 1 milliard de dollars uniquement pour diffuser les émissions que vous écoutez tous les matins? Mais il ne sait pas que derrière, on travaille son cerveau, on travaille son esprit. Ce pays-là met plus d'1 milliard de francs CFA pour ces petites émissions que vous écoutez. Vous grandissez et pour vous, la vérité, c'est ce qu'ils disent. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, j'aimerais qu'on revoie ensemble ou qu'on voie ensemble le discours du premier ministre malien qui a attiré mon attention. Il s'agit ici du docteur Choguel Kokala Maïga. Mes amis maliens, j'espère avoir bien prononcé son nom, qui a fait un discours de pratiquement, je pense, 45 minutes, voire 1 heure du temps. Et il a dit des choses très intéressantes. Dans cette vidéo, on va essayer de décrypter en fait les 10 premières minutes. On va analyser et on va réagir sur les 10 premières minutes du discours qu'il a fait. Parce qu'il a dit trop de vérités. En 10 minutes, juste le nombre de vérités qu'il a dit, c'est pas croyable. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous assure qu'elle va vous apporter quelque chose. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois à travers cette vidéo, moi c'est Leslie Mekongo et ici on parle de l'Afrique et de tout ce qui tourne autour de l'Afrique. Donc si cette thématique-là vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos sur cette chaîne. Let's go! On écoute là à présent le discours du premier ministre malien, le docteur Kokala, et on va analyser, c'est dire, on va réagir par rapport à ce qu'il a dit. Il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe, qu'ils agissent en conséquence pour être des bons citoyens. Or, il y a beaucoup de phénomènes. Nous prenons les conséquences et on ne cherche pas la cause. C'est comme quelqu'un qui a du palu. Au lieu de donner du climat pour le soigner, on lui donne un ferrelgan seulement pour baisser la température. Et quelques temps après, il retombe malade. Dans notre société, la plupart des jeunes, beaucoup d'intellectuels, ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ont le même point de vue que ce que donnent les médias, souvent les médias occidentaux. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui dépensent 1 milliard? Un point très important qu'il dit ici. Les jeunes et les intellectuels africains ne connaissent pas leur histoire. Jeunes et intellectuels africains ne connaissent pas leur histoire. Et je suis complètement d'accord avec lui. Parce que quand j'essaye de voir et que je fais un flashback quand on était au primaire ou au secondaire, que je me rappelle de l'histoire qu'on a eu à apprendre là-bas, je me rends compte qu'on nous a bombardé l'esprit et la tête des histoires des Occidentaux. Et je compte sur le bout des doigts le nombre de pages qui étaient écrites dans mon cahier où on parlait de l'histoire africaine, où on parlait de l'histoire du Cameroun par exemple dans mon cas. Et je pense que c'est un problème, c'est un véritable problème en Afrique. On doit revoir le système éducatif en Afrique et voir dans quelle mesure on apprend à 80% l'histoire africaine, l'histoire du pays en question et 20% pour le reste du monde. Après tout, la bonne charité commence par soi-même. Donc, nous devons d'abord nous approprier notre histoire. Nous devons connaître notre histoire. Quand je regarde aujourd'hui et que j'essaie de me rappeler, mais à l'école, on ne m'a pas parlé des tirailleurs sénégalais. Et je me pose la question aujourd'hui de savoir pourquoi est-ce qu'en tant qu'Africain, dans l'école où j'étais, on ne me parle pas des tirailleurs sénégalais. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas parlé du maquis qui s'est passé au Cameroun où les Français sont venus et ont tué des centaines de milliers de Bamileke? Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si la France a reconnu avoir fait ça. Je ne sais pas si c'est écrit dans un livre quelque part que voilà, la France se reconnaît et tout. Et doit même dédommager le Cameroun pour ce qu'ils ont eu à faire. Je n'ai pas vu ça à l'école. On ne m'a pas appris cette histoire. Et ça me pose problème aujourd'hui parce que je pense que si on m'avait appris ça
l'histoire africaine telle qu'elle est et pas telle qu'elle a été racontée ou pas telle qu'on a voulu me la raconter, je pense que le mindset aurait été différent. Je pense que mon mindset et le mindset de plusieurs d'entre nous aurait été différent. On aurait eu une génération différente d'Africains. Et c'est par là qu'ils ont commencé à matrixer le cerveau des Africains, déjà sur les bancs d'école. Donc, j'espère en tout cas qu'avec les années, on va revoir le système éducatif et qu'on va changer les choses à l'avantage des Africains. Apprenons à nos enfants l'histoire africaine. Apprenons à nos enfants l'histoire qui est la nôtre. Et arrêtons d'apprendre l'histoire des autres. On continue avec son discours. De dollars, l'équivalent de 1 milliard de francs CFA, uniquement pour diffuser les émissions que vous écoutez tous les matins. Avant, dès que les citoyens se réveillaient, ils prenaient Radio Mali. Qu'est-ce que Radio Mali est en train de dire? Mais jusqu'à une date récente, les intellectuels sont là. Dès que quelqu'un se lève, il branche RFI. Dès qu'il ouvre la télé, il regarde France 24. Mais il ne sait pas que derrière, on travaille son cerveau, on travaille son esprit. Ce pays-là met plein d'1 milliard de francs CFA pour ces petites émissions que vous écoutez. Vous grandissez et pour vous, la vérité, c'est ce qu'ils disent. Ils viennent négocier avec les gouvernements pour amener des antennes juste dans les villages. La vieille se lève, RFI et Réafo. Anya et France 24 là. Donc, les paroles de ces radios deviennent paroles d'évangile. BBC fait la même chose. La Voix de l'Amérique, la même chose. Est-ce que vous savez que dans la bataille idéologique que les pays se font, il y a toujours une radio orientée sur un pays qui bombarde d'images, de sons, pour travailler les esprits des gens depuis leur enfance. Et quand ils grandissent, vous entendez beaucoup de gens au Mali dire « Ah, sans la France, on compte ces fins-là. Nous ne pouvons rien sans la France. » C'est trop vrai. Les télévisions étrangères en Afrique, c'est un véritable problème. C'est un véritable fléau pour les Africains. Comme il a dit, moi-même qui suis en train de vous parler, j'essaie de faire un flashback, que je rentre 10-12 ans en arrière. Je me rends compte que oui, c'est cette télévision occidentale-là que nous on regardait. France 24, TF1, TV5 Monde, BBC, et puis une autre chaîne américaine là, qui le nom ne me revient pas actuellement. Mais c'est ces chaînes-là qu'on regardait. Et la raison sur un point, c'est que à force de regarder ces émissions, à force de regarder ces chaînes-là, ces gens-là parviennent à nous mettre des idées dans la tête que même inconsciemment, on prend en compte. Du coup, maintenant, nos standards deviennent les standards des Européens, les standards des Occidentaux. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on, je sais pas moi, quand on voit quelque chose et qu'on essaie de comparer, à quoi est-ce qu'on compare? C'est par rapport aux standards des Européens, c'est par rapport aux standards des Occidentaux. Donc, ils ont réussi à mettre dans nos têtes leur manière à eux de penser et leur manière à eux de voir les choses. Et c'est comme ça que ça se passe, même jusqu'aujourd'hui. Et ça ne se limite pas qu'à la télévision ou aux radios. Ça continue même dans les réseaux sociaux, les amis. Même dans les réseaux sociaux, vous pensez sérieusement que le contenu, par exemple TikTok, qui est diffusé en Afrique, c'est le même contenu qui est en France ou en Chine ou je ne sais pas trop où. C'est pas le même contenu. C'est pas le même contenu. Tout ce qu'ils font pour l'Afrique, c'est d'abrutir les Africains. Et les Africains eux-mêmes, je suis désolée, on entre dans ça. On entre dans ça. On accepte d'être abrutis par ces gens-là. Je suis partie regarder en fait et je suis tombée sur un article, disons ça comme ça, où on dit en fait que par exemple en Chine, le gouvernement fait en sorte que TikTok, c'est 40 minutes par jour pour les enfants âgés de moins de 14 ans. 40 minutes, pas une seule minute de plus. Un enfant de moins de 14 ans ne peut passer sur les réseaux sociaux. Mais en Afrique, c'est le laisser-aller complet. Les gouvernements ne font rien, aucune restriction. Ce qui fait en sorte qu'un enfant en Afrique peut rester de minuit à minuit à scroller les réseaux sociaux, pour voir même quel contenu, un contenu qui ne l'avance pas. Parce que c'est par là qu'il commence. Quand on abrutit la jeunesse, là, vous pensez que le pays sera quoi demain? Parce que le fer de lance d'un pays, c'est sa jeunesse. Donc, quand ils ont déjà réussi à abrutir la jeunesse, c'est fini.
C'est fini. Et vous pensez qu'aujourd'hui en Afrique, on a le temps à perdre, à être abruti, ou le temps à perdre sur les réseaux sociaux, à regarder des choses qui ne contribuent pas à notre évolution? Je suis désolée, je ne me place pas là en tant que donneuse de leçons, parce que je suis aussi de l'avis qu'après tout, chacun fait ce qu'il veut, mais pensez-y quand même. Pensez-y quand même. Se distraire, c'est bien, mais s'instruire, c'est encore mieux. Donc, sachez sélectionner le contenu que vous regardez sur les réseaux sociaux. On n'a pas le temps en Afrique de perdre. On n'a pas le temps à perdre en Afrique à regarder des futilités. À regarder les affaires de clash entre influenceurs ou qu'est-ce que vous voulez encore, je ne sais pas. Parce que c'est par là que ces gens-là passent. Et si ça continue, l'Afrique ne se développera jamais. Je suis désolée, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Pensez-y, sincèrement. On continue. Parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. C'est à ceux qui croient. Je vais vous dire, le 15 septembre 1884, s'est tenue une conférence à Berlin qu'on appelle la conférence de Berlin pour diviser l'Afrique. Et c'est terminé en février 1985. Vous savez les résolutions principales de cette réunion concernant l'Afrique, c'est de dire nous allons apporter la mission civilisatrice. La France dit mission civilisatrice de la France. L'Angleterre dit nous allons exporter les 3 C, le christianisme, le commerce et la civilisation. 1. 2. Il y a 2 grands fleuves en Afrique, le Congo et le Niger. Nous y allons pour réglementer la circulation sur ces 2 grands fleuves. Voici ce qu'il y a dans les conclusions de la conférence de Berlin qui a dépassé l'Afrique. Nulle part, on n'a parlé de colonisation. Mais quand ils sont venus, on a tué des gens, on a opposé des frères. Quand un frère est chef de village, on appelle l'autre, on lui chuchote à l'oreille. C'est toi qui es le plus beau, c'est toi qui dois diriger le village. On te donne un fusil, fais tout pour le tuer. Quand il tue son frère, il vient rendre compte. Au moment du retour, on le tue. Je n'ai pas besoin de trop bavarder, bon, du moins, il n'y a rien de nouveau sur le soleil parce que jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il a pris un exemple très simple. Avant, qu'est-ce qui se passait? On prend quelqu'un à la tête d'un village. Après, on va lui dire que mais toi, tu es fort, tu es robuste. Pourquoi c'est l'autre qu'on a mis? Toi, tu te lèves, tu vas, tu bagarres contre ton frère, tu le tues. Et en revenant, ton moment finit avec toi. Qui est gagnant dans tout ça à la fin de l'histoire? C'est eux. Et c'est ce que je disais en fait. Parce que même jusqu'aujourd'hui, en fait, ces gens-là donnent des pots de vin à certaines personnes qui sont bien placées dans nos différents pays pour avoir des intérêts. Et ces gens-là s'en foutent de la population. Tant que moi et ma famille, on est bien, le reste de la population, on s'en fout. Ils peuvent être dans la misère la plus complète, on s'en fout. C'est pas notre problème. Et c'est ça aussi le problème de l'Afrique, l'individualisme. Chacun pense à sa petite personne et personne ne pense communauté. On a beau dire en Afrique que oui, l'Afrique c'est le fer de lance de la nation, du monde. Oh, l'Afrique c'est la mère de l'humanité. Oh, en Afrique on a beaucoup de ressources qui vont aider à... On s'en fout. Tant que les Africains ne travaillent pas pour que l'Afrique soit vraiment ce fer de lance-là, alors on sera toujours dans les mêmes situations. On sera toujours dans la misère, on sera toujours dans la pauvreté, tout ce que vous voulez. Et quand je pose, parce que j'ai essayé de poser des questions autour de moi, aux personnes qui m'entourent, je pose toujours la question de savoir, est-ce que tu comptes rentrer en Afrique? Et malheureusement, la réponse que je reçois, c'est toujours non. Je ne vais pas faire quoi là-bas? Le pays n'est pas développé, il y a quoi? Je n'ai pas fait quoi là-bas? Je n'ai pas souffert je n'ai pas souffert en Afrique, j'arrive maintenant ici, je repars encore dans la misère, non. Et quand je pense ça sans vouloir juger, je me dis tout simplement que si chaque Africain pense comme ça, à quel moment est-ce que l'Afrique change? Il y a d'autres personnes qui vont encore plus loin et me disent très souvent, non, nous on va agir pour l'Afrique de loin. Et je me dis, mais si chacun agit pour l'Afrique de loin, qui sera donc sur place pour faire en sorte que les choses avancent en Afrique? Je pense aussi que ce mindset-là doit changer. Arrêtons de penser à nous seuls, arrêtons de penser à nos petites personnes. Parce qu'aujourd'hui, si ces pays s'y sont développés, c'est parce qu'il y a des gens qui ont accepté de se sacrifier pour que toi, aujourd'hui, tu puisses être dans un pays où tu n'as pas de problème, où le système social est très bien, où tout est bien, où tout est carré en fait. C'est parce qu'il y a des gens, le sang a coulé avant.
Mais toi aujourd'hui, tu refuses de te battre pour que ton pays, pour que ton continent puisse avancer. Je trouve ça dommage, mais je ne juge personne. Mais je trouve quand même ça très 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 dommage, vraiment. Donc la tribu reste sans chef. C'est comme ça qu'on a colonisé. Ils étudient les mentalités des tribus qui sont plus aptes à être prêts à la trahison. Des groupes ethniques très proches de la trahison. On travaille pour les avancer. Ceux qui aiment se battre, les plus braves, on les élimine. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Noirs ont aidé à éliminer le nazisme avec d'autres forces, parce qu'avant on a dit que le Noir n'est pas courageux. C'est le Blanc qui est courageux. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces guerriers africains? On leur a promis là-bas, après la liberté, on va vous aider à avoir l'indépendance. Mais tous ceux qui ont crié à ça, on les a éliminés. Et l'illustration la plus farfaite, c'était au Sénégal, à Tcharoy. Les soldats ont demandé leurs droits simples, comme les Français. On les a tous tués. Le résultat, c'est quoi? On a dépecé l'Afrique. C'est ça, c'est comme ça qu'ils agissent. Quand tu as des Noirs qui se lèvent pour revendiquer leurs droits, on les tue. Il a pris un exemple assez marquant quand même. C'est le cas des tirailleurs sénégalais à Tcharoy où on a eu à les massacrer en fait, comme de rien du tout. Et pour vous, je vais un peu vous lire ici parce que c'est important de connaître vraiment. Parce que quand tu entends tirailleurs sénégalais, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là? On dit ici que dans la banlieue de Dakar, les tirailleurs sénégalais sont parqués dans les camps de transit de Tiaroy pour y être démobilisés, ok? Ces combattants issus de toute l'Afrique occidentale, parce qu'il faut savoir que les tirailleurs sénégalais n'étaient pas que des Sénégalais. Il y avait des Camerounais, il y avait des Maliens, il y avait des Burkinabés, c'était pas juste des Sénégalais. Donc, ces combattants de toute l'Afrique occidentale française demandent simplement à être payés. Ne voyant rien venir, ils se mutinent et le 30 novembre 1944, ils retiennent toute une nuit le général Joseph Tacnan. Les autorités ne peuvent pas supporter cet affront. Dans la nuit du lendemain, le bataillon de Saint-Louis attaque le camp pour l'exemple et tue, selon les chiffres officiels, 35 tirailleurs désarmés. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, les tirailleurs sénégalais vont se battre aux côtés de la France. Ils reviennent victorieux, ok, de ce combat-là. Et ils se rendent compte comment on ne nous a pas payés. Donc, ils vont revendiquer leur paye. Tout ce qu'il y a de plus normal, ok. Ils vont revendiquer leurs droits. Rien du tout, on ne les paye pas. Du coup, ils décident d'agir. Ils disent que maintenant, on ne va pas rester là sans rien faire. Donc, ils capturent un général Joseph Tacnan. Et maintenant, comment est-ce que la France réagit? La France vient le lendemain, la nuit. Ils arrivent en fait, ils voient les tirailleurs sénégalais désarmés, sans armes, mais on les tue quand même. Je ne comprends pas ça. Tu viens avec une arme, tu trouves les gens qui n'ont pas d'armes. Ils n'ont rien pour se défendre, mais tu les tues quand même. Dites-moi un peu si c'est normal. Dites-moi si c'est normal. Dites-moi un peu, je veux comprendre. Et c'est ce qui s'est passé. On les a tués. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Quand vous êtes pour la France, il n'y a pas de problème, là on est amis. Mais dès que vous décidez de vous lever et de dire, oh tiens, ce que vous avez fait là, c'est pas bien. Il faut réagir, il faut nous payer, non, on finit avec vous. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe toujours dans nos pays. C'est ce qui se passe toujours. Quand on a des gens qui se lèvent pour revendiquer leurs droits, pour rehausser leur pays, on les appelle des putschistes. J'ai parlé de ça dans la précédente vidéo, je pense, c'est une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. C'est comme ça que ça se passe. On met dans la tête de la population que non, le gars là, il ne veut pas votre bien. En fait, c'est nous qui voulons votre bien, mais lui là, il ne veut pas votre bien. On l'appelle putschiste et tu as la population après qui se lève. Bref, on ne va pas entrer dans ces détails. Mais je voulais juste